mais sans prendre un livre, ou alors c'est mettre le sacré à l'endroit où il ne devrait pas se trouver, à mon sens. Je crois que les AULB, je pense que c'est important de pouvoir le dire, je crois qu'il faut être conscient que malheureusement, c'est un combat un peu perdu. Je dirais, je crains peut-être certains, mais il y a en Europe une Cour européenne des droits de l'homme qui est le garant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui a un article 10 qui prévoit comme principe la liberté d'expression avec quelques exceptions. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il s'agit de blasphème, on est toujours dans l'exception. Et la Cour européenne est très favorable à laisser aux États le soin de condamner ce qui pourrait effectivement porter atteinte à la liberté religieuse. C'est inquiétant pour le laïc, pour le libre exaministe, pour le démocrate. Je trouve que c'est une évolution. Certains diraient ça ne va pas dans le bon sens. Il faut être vigilant, il faut être attentif. Parce que si on accepte, et c'est ça, si on accepte pour certains, ou dans certains, on dit oui, mais là, évidemment, là, il faut limiter la liberté d'expression. Votre voisin, demain, après-demain, trouvera qu'il y a d'autres sujets. En gros, c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est le droit de dire ce que l'autre n'a pas envie d'entendre. C'est le droit de dire, je viens de loin, ce que l'autre ne veut pas entendre. C'est ça, la liberté d'expression. C'est très facile d'être pour la liberté d'expression quand l'orateur va dans le sens de votre propre pensée. Alors, oui, moi je plaide assez souvent pour les journalistes, toujours, dans tous les dossiers. Mon adversaire, et ce sont des grands avocats et de grands démocrates, arrivent à la barre et disent au président, à la présidente, Monsieur le juge, madame le juge, vous croyez bien que mon client et moi-même sommes pour la liberté d'expression? Oh, vraiment, mais ici, ah non, ici c'est mon client, alors ça, il ne peut pas accepter qu'on le critique lui, alors ça, qu'on critique son voisin, qu'on critique l'autre, bien sûr, mais on ne va pas critiquer. Mais oui, bien sûr, c'est à ce moment-là que la liberté d'expression devient intéressante. Et là, on y revient. Oui, tu as entendu, j'avais plus de minutes, mais si ça saute pendant la minute, je pense que ça serait assez désagréable. C'est à ce moment-là, évidemment, que la liberté d'expression vaut la peine. Alors, je suis assez pessimiste, néanmoins, c'est ce que je dirai pour la minute, néanmoins, il y a quelques raisons d'espérer. Il y a d'abord la Cour européenne qui, malgré quelques hésitations, reste un très grand défenseur de la liberté d'expression, et on voit bien qu'au niveau européen, il y a une liberté beaucoup plus grande qu'au niveau des États. Il y a aussi quelques décisions récentes dans une matière totalement différente, mais pour l'université extrêmement importante, c'est la puissance de l'argent des entreprises, du capital qui veut faire taire la critique scientifique, la critique économique. Et bien tout récemment, vous savez qu'en France, les critiques contre Areva et ESSO, où on avait transformé leur logo, ont été jugées compatibles et conformes à la liberté d'expression, et donc les tentatives de faire interdire ces critiques ont échoué. Tout récemment, vous avez la société qui commercialise le Tiger, ce revolver qui donne des charges assez désagréables. Il y avait une campagne qui critiquait cette arme, et la société qui le commercialise a voulu faire taire cette campagne, a signé une association avec 50 000 € de dommages. La Cour d'appel de Paris, bien entendu, la Cour d'appel de Paris a dit que c'était la libre expression de pouvoir critiquer. J'espère que les choses évolueront dans ce sens. Et je vous remercie pour votre attention. Alors quelques mots rapidement, et d'abord ce film contient quelques
quelques bons éléments, des expressions racistes au sens premier du terme de Dieudonné. On prend signe du moins bon. Si on ne juge pas quelqu'un à son entourage, regardez Julia, elle avait une très bonne fréquentation. Au lieu de montrer un Soral ou une personne dont je disais le nom n'a pas vraiment d'intérêt dans ce débat, il est déjà beaucoup moins net sur la diabolisation de Durand, et là où il est franchement scandaleux, c'est sur l'amalgame qui est fait autour de l'affaire Saïd Bourarache. Je ne vais pas développer ici, mais si dans la salle ultérieurement quelqu'un me pose une question, je lui offre un verre. Alors j'en arrive, cette fois-ci à mon propos pour son envie. Alors ici, c'est un peu comme Harry Potter. On a vu le film de quelqu'un dont on ne peut pas parler deux fois. On ne va pas parler de lui, on va parler de la liberté d'expression. Alors c'est un hommage du vice à la vertu. Mais puisque nous parlons de liberté d'expression, je vais toucher quelques mots avant de quand même revenir au nom de celui dont on ne peut pas parler. Alors pour la liberté d'expression, comme M. Angleterre vient de manière très intelligente exprimée, la liberté d'expression, évidemment, c'est pour l'expression subversive. Même Hitler aurait été pour la liberté d'expression s'il s'agit de défendre des opinions racistes. Donc quand on parle de liberté d'expression, c'est évidemment qu'est-ce qui est subversif et qui définit si c'est subversif ou pas. Donc pour ma part, je suis aussi un adepte au niveau intellectuel de la totale liberté d'expression. Donc je parle bien ici de questions qui sont posées dans le champ politique. Il n'y a pas l'expression de manière générale, il est entendu qu'on ne peut pas permettre à nos entreprises de faire de la publicité à côté d'école, ni on ne peut pas aller parler de sexualité à une garçon de 6 ans. Là, c'est entendu. Mais revenons et ne parlons que de politique. Et peut-être quelques modifications sur ce que disait mon ami Dan dans le film qui a été construit par Angleterre, c'est finalement cette expression pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc l'idée est de dire finalement que certaines expressions, certains orateurs, les orateurs sont tellement intelligents, ou le peuple est tellement con, qu'il faut impérativement leur interdire de parler, parce que s'ils parlaient, il est très évidemment qu'on ne peut pas les contredire. En réalité, ce qui se cache derrière cette posture, c'est qu'il est extrêmement difficile de contredire un interlocuteur lorsque l'on partage l'essentiel de ses prémices. Et oui, il est difficile pour un parti socialiste ou un parti libéral d'avoir un débat ouvert avec l'extrême droite lorsque tout le monde est d'accord pour dire que les étrangers, c'est un problème. Ça peut être un danger, c'est un problème. Lorsqu'on voit par exemple l'explosion du discours sur l'immigration, on croit qu'on est des... Souvent, je fais l'exercice en première tendue, je demande mais combien il y a d'étrangers en Belgique? Alors, ça varie, je ne sais pas, 2 millions, 4 millions. Et la majorité des étrangers dans ce pays sont des Européens. Moi, je veux bien qu'on les expulse, mais pourquoi est-ce qu'on n'expulse pas les Français ou les Italiens et tous les grands groupes d'étrangers? Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est que cette manière de diaboliser l'extrême droite, c'est une manière surtout de cacher qu'on pense comme elle. Et moi, je suis pour un débat ouvert, sans concession, avec l'extrême droite. Pas la question du négationnisme, elle ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je n'ai pas d'avis, puisqu'il est interdit d'avoir un avis dessus, donc en tant que légaliste, je m'en tiens à la vérité officielle. Mais le sujet ne m'intéresse pas. Par contre, oui, c'est un point de vue qui est situé, je le situe. Je n'ai pas ici la prétention de représenter l'université, je parle à partir de mon histoire. Par contre, la question de l'expression de l'extrême droite, elle m'intéresse, et je rêve un jour de débattre avec un Le Pen ou un Philippe de Winter. Et moi, ça me fait beaucoup rire de voir Le Pen tenir ce qu'en d'autres temps il aurait appelé une négresse. Et moi, je suis prêt à inviter Philippe de Winter au prochain TV, s'il vient chez moi prendre le thé, à se demander qui est vraiment bouffon dans l'histoire. Mais je vais revenir à Dieudonné et d'abord commencer pourquoi est-ce qu'en tant que chercheur, je m'autorise à parler de Dieudonné. En tant que chercheur, a priori, on ne parle pas de personne. Mais sur les épaules d'un barbu, juif de surcroît, Marx pour ne pas le citer, nous rappelle que la science sociale ne désigne des personnes que pour autant qu'elle soit la personnification de positions ou de dispositions génériques. Alors, à partir de Marx, essayons de voir un peu sur quelles sont les thématiques sur lesquelles, à partir duquel, en parlant de Dieudonné,
il y a des ruptures sociales claires, nettes, voire irréductibles. Alors, je rassure la salle, ce n'est certainement pas l'alliance avec l'extrême droite. Je crois que la sympathie qu'avait Dieudonné auprès d'un certain nombre de publics a chuté lorsqu'on a commencé à connaître son alliance, son certain nombre de même si c'est lexique et même si, à mon sens, c'est son droit. Alors, ces questions, et je vais les développer, je vais en développer 3, le temps me manque pour la 4e. La question du blasphème, la question du racisme, la question d'Israël et la question liée à l'exercice illégal de la politique. Alors pour ce dernier point, je renvoie à la critique qui avait été faite par un certain nombre de sociologues sur la participation électorale de Coluche. Grosso modo, ça se trouve. J'en arrive au blasphème. Alors, comme bien souvent lorsqu'on parle de blasphème,